Bienvenue sur ITV et bienvenue à Questions Directes qui reçoit aujourd'hui Thierno Seydouli. Thierno Seydouli est le directeur général de Petrosen Exploration et Production. Merci Monsieur Ly d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal, on parle de pétrole et de gaz depuis plusieurs années, depuis la découverte et tout ce qui a suivi. On en parle un peu partout. Mais dans les médias, les gens s'intéressent beaucoup à la période d'exploitation. Quand est-ce qu'au Sénégal pourront-on commencer à exploiter le pétrole et le gaz et quelle est la période qui a été choisie? Je vous remercie Alassane pour cette invitation. Je salue également l'ensemble de vos téléspectateurs et des auditeurs de e-radio. Je pense qu'il est important que nous parlions des ressources naturelles car la Constitution a clairement dit qu'elles appartiennent au peuple et donc il est bon de temps à autre qu'on partage les informations, les dernières mises à jour et justement où est-ce qu'on en est, quelles sont les perspectives. Comme vous le savez, le Sénégal a fait d'importantes découvertes pétrolières et gazières depuis 2014. Les projets ont commencé à être exécutés depuis 2019-2020 en plein Covid. Malgré tout cela, aujourd'hui nous avons un très bon état d'avancement de ces deux projets. Le projet Sangomar qui se situe à 60 km des côtes de Dakar, aujourd'hui nous sommes à plus de 80% de taux d'exécution. L'ensemble des infrastructures qui doivent être construites pour permettre l'extraction de ce pétrole sont en cours. Récemment, vous avez vu une équipe sénégalaise composée par le ministère Petrosen qui était à Singapour pour justement aller inspecter ces installations qui sont aujourd'hui très bien avancées. Nous avons actuellement le forage des puits qui est actuellement en cours dans les eaux sénégalaises, ainsi que l'installation des canalisations qui sont en cours. Donc tout cela nous conforte sur le fait qu'aujourd'hui, avec 80% de taux d'exécution sur Sangomar et avec le planning que nous avons actuellement, ceci nous donne vraiment justement une probabilité très forte d'avoir le début de la production sur Sangomar d'ici la fin de cette année, donc la fin de l'année 2023. Pour ce qui est du projet Grand Tortue, c'est à peu près pareil. Nous avons le FPSO qui a quitté Chine et qui est en train d'être finalisé au niveau de Singapour. Il va quitter d'ici fin juin pour venir au niveau du Sénégal. Les 4 puits qui sont nécessaires pour le début de la production ont été déjà forés, finalisés. Les canalisations sont en train d'être posées. Là aussi, nous avons quasiment plus de 90% de taux d'exécution. Il y a 2-3 jours, nous étions en visite justement au niveau du Hub Terminal à 10 km des côtes saint-louisiennes avec Madame le ministre pour constater l'état d'avancement. Et à ce niveau, plus de 96% des travaux ont été exécutés. Là, actuellement aussi, ça progresse très bien. Donc au niveau de ce projet Grand Tortue Ahmeyim où on a un taux de progression de plus de 90%, là aussi nous avons eu justement une confiance totale pour pouvoir avoir le début de l'exploitation, le début de la production du gaz au niveau de Grand Tortue Ahmeyim, qui est un projet qu'on partage d'ailleurs avec nos voisins mauritaniens d'ici la fin de cette année, donc au courant du 4e trimestre 2023. Oui, il y a une forte attente des Sénégalais par rapport au gaz au pétrole, on en parle un peu, c'est même des débats très passionnés. Quel est le jour ou bien quel est le moment où on peut s'attendre au jaillissement des premiers puits de pétrole et les premiers peut-être coups de gaz? On comprend parfaitement les attentes qu'il y a derrière l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est clair, c'est indéniable. C'est une industrie nouvelle au Sénégal et ça va avoir une grande contribution dans l'économie sénégalaise. Une contribution directe à travers
les revenus que cela va générer, à travers les emplois que ça va créer, mais aussi une contribution indirecte à travers tout l'écosystème qui va tourner autour de ces activités pétrolières et gazières. Ce qu'il faut savoir avant même le début de l'exploitation qui est attendu, comme je l'ai dit tantôt, avant la fin de cette année, cette industrie a permis justement la création de des milliers d'emplois. Pour rappel, les caissons, donc les caissons qui étaient nécessaires pour le hub terminal de GTA ont été construits ici au port de Dakar. Pour ce faire, c'est plus de 1700 Sénégalais qui ont travaillé sur ce grand chantier gigantesque et c'est plus de 200 sociétés sénégalaises et mauritaniennes qui ont travaillé également sur ce chantier. Donc c'est pour dire aujourd'hui, avant même l'exploitation du pétrole et du gaz, il y a déjà des retombées directes au niveau de l'économie sénégalaise à travers ces créations d'emplois que cela a généré. Avec l'exploitation, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Sénégalais? Qu'est-ce que ça va changer dans l'économie sénégalaise? Justement, avec l'exploitation, donc il est attendu des revenus naturellement, parce que l'État du Sénégal et Petrosen justement sont partie prenante de cette extraction. On parle de 50 milliards dans le budget, c'est ça? Pour l'année 2023. Comme je l'ai dit tantôt, l'année 2023, l'exploitation va commencer vers la fin de l'année. Donc on va avoir à peu près 2 à 3 mois de production. C'est ce qui justifie justement cette budgétisation de 50 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale qui a été votée par l'Assemblée nationale. Mais ça va progresser. C'est comme une voiture que quand vous conduisez, vous commencez par la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à atteindre justement la cinquième. Donc la vitesse de croisière. Donc progressivement, la production va monter et qui dit production qui monte dit revenus aussi vont monter. Donc la première année 2023 avec 2-3 mois de production, ça sera 50 milliards. L'année 2024 où on sera toujours dans la pente ascendante, on va avoir des revenus qui vont tourner autour de 300-400 milliards. L'année 2025, pareil, on sera toujours dans cette pente ascendante, on sera autour de 500 milliards et on attendra le pic vers les années 2029-2030 où on aura des revenus qui vont excéder les 1000 milliards. Par contre, en moyenne, sur la durée de l'exploitation, justement la durée de l'exploitation, donc c'est 30 ans, le Sénégal attend des revenus qui vont tourner autour de 700 milliards par an, en moyenne. Et ceci sur la base d'une évaluation des ressources actuelles que nous avons, mais également sur la base des hypothèses de prix. Comme vous le savez, l'industrie pétrolière justement est liée au cours du baril. Et sur la base, comme je dis, ces hypothèses ont été faites sur la base d'un prix du baril à $60. Donc c'est pour dire que c'est une hypothèse quand même très réaliste, parce qu'aujourd'hui nous avons le baril qui tourne autour de $80 et donc nous pensons que ces revenus pourront justement au minimum atteindre ces 700 milliards par an et si le cours du baril est plus de $60, naturellement ces revenus seront plus de 700 milliards. L'économie du pétrole c'est nouveau pour le Sénégal, il y a toute une chaîne de valeur qu'il faut créer, parce que le pétrole c'est pas seulement que le gaz, il y a aussi une chaîne de valeur de dérivés. Est-ce que la formation a été prise en charge pour que les Sénégalais puissent occuper les postes importants dans cette chaîne de valeur? Tout à fait. Donc, comme je le disais tantôt, les revenus, ce sont les retombées directes que nous allons voir. Ça va représenter à peu près, comme je l'ai dit, entre 8-9% maximum du budget. Par contre, là où on doit s'attendre vraiment à des retombées considérables de l'industrie pétrolière et gazière, ce sont les retombées indirectes. Donc toute la chaîne de valeur qui va se tourner autour du pétrole et du gaz. Avec le pétrole de Sangomar, il est prévu de raffiner ce pétrole brut au niveau de la SAR. Donc ceci va permettre justement de faire des économies au minimum du transport, parce que le pétrole raffiné par la SAR vient d'aujourd'hui de l'étranger. Donc la SAR va se moderniser, la SAR a déjà commencé à se moderniser et donc la SAR sera un outil qui sera pérennisé pour permettre de raffiner ce brut-là. Et donc nous attendons à ce que lorsque ce brut sera raffiné au niveau du Sénégal, nous attendons naturellement qu'il y ait un impact direct vers les Sénégalais par la baisse des prix du carburant.
Donc ça, c'est des retombées directes. D'autres retombées directes, vous savez qu'avec le gaz, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le gaz. Tout d'abord avec la production d'électricité, donc raison pour laquelle le Sénégal très tôt a mis en place cette stratégie de gaz to power, donc la production d'électricité à partir du gaz. Et donc ceci permettra au Sénégal de disposer d'une énergie abondante pour permettre justement l'accès universel d'ici 2025 et aussi une énergie moins polluante parce qu'en produisant de l'énergie avec du gaz, c'est moins polluant que le pétrole. Et surtout, on s'attend à avoir une énergie moins coûteuse. Et donc, énergie moins coûteuse dit industrialisation plus facile du pays. Et donc, ceci, par effet levier, ça va avoir donc des retombées sur l'économie et sur l'accélération de l'industrialisation du pays. D'ailleurs, le chef de l'État l'a indiqué dans son communiqué lors du Conseil des ministres. Mais il y a la formation qu'il faut mettre en place pour les jeunes Sénégalais, parce qu'on sait qu'il y a les pays de la sous-région de plus en plus, il y a un attrait du Sénégal. Les jeunes Nigériens viennent, c'est normalement dans la zone de la CEDEAO, d'autres viennent d'autres pays. Et si ces postes ne sont pas occupés par les Sénégalais qui sont formés, c'est de l'argent, c'est des emplois exportés. Tout à fait. J'allais y venir. Donc, pour terminer, avec du gaz, il y a beaucoup d'autres applications justement qui sont attendues. Donc, la fabrication d'engrais, on sait que l'agriculture, c'est un secteur très important dans l'économie sénégalaise. Avec le gaz, il y a la pétrochimie qui peut être faite. Donc, tout cela, ce seront des retombées, on va dire, qui seront issues de l'exploitation en plus des revenus. Pour ce qui est de la formation, effectivement, pour que ces retombées soient visibles au niveau du Sénégal, il faut qu'on ait la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir justement profiter de toutes ces opportunités. Raison pour laquelle le chef de l'État a très vite créé dès 2017, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans après les découvertes et 3 ans avant le début presque 5 ans avant le début de l'exploitation, a créé l'Institut national du pétrole et du gaz, l'INPG, qui a pour mission principale de former la main-d'œuvre sénégalaise pour justement pouvoir travailler dans ce secteur. Depuis sa création jusqu'à présent, il y a eu 3 promotions d'ingénieurs qui sont sortis de l'INPG. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont au niveau de Petrosen Exploration Production, d'autres qui sont au niveau des différentes compagnies pétrolières et des compagnies de services qui sont basées ici au niveau du Sénégal. Mais est-ce que vous voulez travailler aussi sur le contenu local en permettant aux entreprises locales sénégalaises, aux hommes d'affaires sénégalais de créer justement une plus-value par rapport à cette exploitation? Tout à fait. Donc, en plus de ces ingénieurs sénégalais, il y a eu plus d'une 50aine de techniciens qui ont été formés, qui sont demain appelés à aller opérer directement, à travailler sur ces plateformes. Donc ça, c'est de la formation qui a été faite aujourd'hui et qui va continuer, qui va s'accentuer pour permettre justement d'avoir ces Sénégalais qui travaillent dans ce secteur. En plus de ça, vous parlez du contenu local. L'État du Sénégal a pris une loi en 2019 pour faire la promotion du contenu local. Et à travers cette loi, beaucoup d'instruments ont été mis en place, notamment le Comité national de suivi du contenu local qui est chargé justement de la mise en œuvre de cette stratégie. Et surtout, il y a un fonds d'appui contenu local qui a été mis en place. Justement, l'objectif est d'accompagner le secteur privé national pour leur permettre d'atteindre les standards et les pratiques, en tout cas, de l'industrie pétrolière, qui est une industrie particulière avec ses spécificités, et de former justement la main-d'œuvre qui devra travailler dans ces sociétés nationales. Donc depuis, beaucoup d'entreprises sénégalaises ont eu à bénéficier justement des contrats dans ce secteur oil and gas. On a des champions nationaux qui sont en train d'être mis en place. Il y a la base logistique pétrolière qui est aujourd'hui exploitée par une société 100% sénégalaise, c'est SSB. Il y a des sociétés sous-traitantes qui ont pu justement capter les opportunités qu'il y a eu, et ceci permettra justement, avec un objectif que le chef de l'État a fixé, d'atteindre un contenu local de 50% d'ici 2030. Donc c'est des choses qui ont été réalisées ici au niveau du Sénégal avant même le début de l'exploitation. Alors que quand vous allez dans d'autres pays, il a fallu d'abord attendre l'exploitation pendant 20 ans, 30 ans pour pouvoir voir un contenu local. Donc, voilà. Avec le gaz et le pétrole, le Sénégal est devenu aujourd'hui un pays au centre du monde. On a vu le défilé de puissance mondiale au Sénégal, le chancelier allemand est venu au Sénégal, le président ukrainien, le premier ministre ukrainien. On a vu Madame Yellen, qui est le secrétaire d'État au budget
du gouvernement américain, si tu ne passes pas n'importe comment, ils sont tous venus au Sénégal. Beaucoup estiment que le Sénégal est un enjeu aujourd'hui, géostratégique, compte tenu des ressources que le Sénégal a. Les Américains s'intéressent au pétrole sénégalais, au gaz sénégalais. Idem pour les Allemands, avec la guerre en Ukraine, avec la Russie qui a fermé les vannes. En quoi le Sénégal aujourd'hui doit faire attention justement dans ce travail d'approche? Je pense qu'il faut d'abord qu'on profite de nos atouts. Aujourd'hui, le Sénégal dispose de plusieurs atouts. Un, on a fait d'importantes découvertes gazières. D'ailleurs, on a plus de gaz que de pétrole. Et on sait qu'aujourd'hui, l'énergie de transition, ça a été accepté par tout le monde. Ça sera le gaz. Donc on a cet avantage où on dispose de plus de 930 milliards de mètres cubes de gaz. Donc ça, c'est un atout que nous avons. De par notre position géographique, c'est un deuxième atout que nous avons. Nous sommes à moins de 6 000 km de l'Europe, qui est un grand consommateur. Tout près des États-Unis? Tout près des États-Unis. Nous avons l'Asie qui n'est pas très loin. Donc cela fait aujourd'hui que le gaz que nous avons, justement, en tout cas le Sénégal a cet atout. L'autre atout que nous avons la chance d'avoir un gaz presque sec, donc d'excellente qualité. Donc qui dit derrière un prix abordable et justement moins polluant. Donc ça, c'est des atouts que nous avons et que nous devons travailler pour pouvoir attirer cela. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons d'importantes ressources gazières et pétrolières, mais surtout gazières, et nos besoins au niveau local, régional, ne vont pas dépasser 10%. Donc ça veut dire que les 90%, on va les exporter. Et donc avoir tous ces atouts-là nous permettront justement de mieux valoriser notre gaz et d'en tirer le maximum de profit. Oui. Et de nouer des partenariats, comme je l'ai dit tantôt. On est ouvert à avoir des discussions avec nos partenaires en vue justement de maximiser la valeur ajoutée, de maximiser les retombées de l'exploitation de ce gaz. Mais beaucoup d'analystes et spécialistes de gaz et de pétrole de l'axe de géostratégie disent que quand un pays a une ressource contre d'autres pays, vous devenez son concurrent sur le marché international. Le Sénégal aujourd'hui est devenu le concurrent du Qatar, est devenu le concurrent de la Russie et d'autres pays qui sont puissants. Et ça peut créer des situations d'insécurité intérieure. Est-ce que ces questions ont été analysées? Bon, je pense que le Qatar a ses atouts, le Sénégal a ses atouts. Le Qatar dispose d'importantes ressources, beaucoup plus que le Sénégal. Le Qatar a un atout d'être pas loin de l'Asie, tout comme le Sénégal. Aujourd'hui, on sait que le Sénégal devient le concurrent du Qatar, quelque part. Mais pas un concurrent, on va dire. Nous, on offre justement une ressource supplémentaire. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse de l'offre et de la demande, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc le Sénégal viendra dans le marché pour justement satisfaire ce manque d'offres. Donc ça ne sera pas en concurrence avec le Qatar, c'est plutôt on vient répondre à la demande qu'il y a. Si on était dans une situation où l'offre était supérieure à la demande, effectivement, naturellement, on sera en concurrence. Mais aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de production, en tout cas de gaz, parce qu'on a vu que beaucoup de pays se tournent vers le gaz maintenant avec cette transition énergétique. Donc il n'y a pas assez de production de gaz que l'offre. Et donc le Sénégal, de par sa position géographique, de par ses atouts, justement est vraiment une opportunité en tout cas au niveau du marché international de disposer de ce gaz-là, et donc ce sera un complément par rapport aux producteurs traditionnels qui étaient là. Et forcément, donc, par exemple, si on prend la demande de l'Allemagne, la production seule du Sénégal ne pourra pas couvrir la demande de l'Allemagne. Donc c'est juste un pays. Et donc l'Allemagne, dans son approvisionnement, va venir regarder le Sénégal, va regarder d'autres pays pour justement satisfaire ses besoins. Donc aujourd'hui, au lieu d'être en concurrence, on est plutôt, justement, on offre une nouvelle possibilité à ces pays consommateurs de gaz de pouvoir s'approvisionner. Il y a une nouvelle donne sur le plan international. Il y a la guerre en Ukraine qui fait que l'échiquier se déplace un peu entre la Chine, aujourd'hui la Russie, entre autres, qui sont devenus quelques blocs par rapport à l'Occident, comme on dit. Et ça crée aujourd'hui des compétitions et de la rivalité. Je pense plutôt, justement avec cette guerre en Ukraine, les pays européens ont appris qu'il faut diversifier leurs sources de gaz. Raison pour laquelle justement ils sont en train de chercher d'autres pays, de ne pas dépendre exclusivement de la Russie.
Donc c'est plus une diversification des sources que, on va dire, une concurrence entre les pays. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Comme je l'ai dit tantôt. Mais est-ce que dans cette approche, vous devez privilégier aujourd'hui le transfert de technologie pour former les jeunes Sénégalais qui ne soient pas aussi après à être aussi employés? Parce qu'il y a eu au Sénégal beaucoup de contrats qu'on a signés. Je donne le cas du stade de l'amitié, où même les lampadaires, quand ils tombent en panne, étaient obligés de retourner en Chine et réparer. Oh, c'est ce que je disais tantôt. La situation nouvelle actuelle fait que nous sommes, en tant que pays futur producteur, et avec tous les atouts que nous avons, nous donne des atouts pour profiter de cette situation. En tout cas, profiter dans l'objectif de maximiser les retombées. Maximiser les retombées, c'est d'abord maximiser les revenus, parce que ça nous permettra peut-être d'avoir un prix du gaz beaucoup plus, en tout cas, favorable pour l'État du Sénégal. Maximiser les retombées, c'est aussi nouer des partenariats dans lesquels il y aura ces transferts de technologie, il y aura ces transferts de connaissances. C'est déjà d'ailleurs le cas. Maintenant, avec cette nouvelle donne, le fait que le Sénégal justement dispose de ses ressources pétrolières et surtout gazières, et de cette donne justement de diversification des sources d'approvisionnement de gaz pour l'Europe ou pour les autres pays, nous met dans une position justement meilleure, en tout cas en termes de négociation, meilleure en termes de, justement de maximisation de ces retombées. Donc tous ces enjeux ont été bien cernés au niveau du Sénégal, et justement on fait en sorte que dans nos relations contractuelles, dans nos partenariats, que ce transfert de technologie soit vraiment intégré dans cela. Mais dans la diversification et aussi dans l'exploitation, et ensuite surtout dans le financement des ressources de gaz et de pétrole, beaucoup estiment que le Sénégal doit faire attention pour ne pas faire les mêmes erreurs que d'autres pays, en se concentrant que sur le gaz et le pétrole, en laissant d'autres secteurs comme l'agriculture, comme le financement de l'éducation, comme d'autres, la digitalisation entre autres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent pour que le Sénégal ne tombe pas dans les mêmes erreurs qui ont été commises ailleurs? C'est exactement ça. Il ne faudrait pas, comme vous l'avez dit, faire la même erreur que les autres pays qui ont délaissé les autres secteurs pour se concentrer sur l'industrie pétrolière et gazière. La preuve, sachant que cette industrie est dépendante des cours du baril, lorsque les cours du baril sont faibles, ça entraîne des crises économiques dans ces pays. Raison pour laquelle l'État du Sénégal a pris, en plus de cette loi contenu local, la loi de répartition des revenus, de répartition et de gestion des revenus, qui a triple objectif. D'abord, assurer une gestion transparente de ces revenus, assurer une gestion optimale de ces revenus, et permettre aussi à que tous les Sénégalais puissent profiter de ces revenus. Comme je l'ai dit tantôt, l'article 25 a dit que ces ressources appartiennent aux Sénégalais. Donc cette loi de répartition a prévu justement que 90% au maximum des revenus seront injectés dans le budget, mais pas pour faire du n'importe quoi. Lorsqu'ils seront injectés dans ce budget, ce sera pour être investis dans des secteurs et dans des activités à fort potentiel de développement. Donc ces revenus seront injectés par exemple dans l'éducation, dans la santé, dans la construction d'infrastructures, et surtout dans le but d'appuyer les autres secteurs pour accélérer l'industrialisation. Vous l'avez dit, l'agriculture. Le gaz que nous avons avec la fabrication d'engrais permettra de mieux développer notre agriculture. Avec une énergie moins chère à travers le gaz to power, tout ceci contribuera justement à développer les autres industries qui ne pouvaient pas se développer sans une énergie. Donc les 90% seront investis dans des secteurs de développement, dans des activités prioritaires. Les 10% seront réservés pour les générations futures, parce qu'il faut qu'on pense aussi à l'après-pétrole, parce que ce n'est pas des énergies renouvelables, c'est des énergies épuisables. Donc ces 10%-là, ce sera pour les générations futures. Et justement, il y aura un fonds de stabilisation justement pour pallier aux chocs exogènes, notamment liés au cours du baril. Donc pour dire, en tout cas, il y a une disposition, un cadre légal et réglementaire qui est en place pour permettre une gestion optimale de ces revenus et pour permettre également que les retombées du pétrole et du gaz puissent profiter aux autres secteurs tels que l'agriculture, tels que la pêche, qui est notre premier secteur, en tout cas premier contributeur dans l'économie sénégalaise, pour que ces activités soient pérennisées
modernisé et justement accentué pour permettre justement qu'on puisse avoir une économie diversifiée qui ne sera pas uniquement dépendante du pétrole et du gaz. Justement, en parlant de pêche, on voit que de plus en plus la presse étrangère s'intéresse au Sénégal. Tout de même, un reportage qui parle de la pêche à Guet-Dar en montrant des pêcheurs en pleine mer qui disent qu'il y a un impact de l'installation de cette plateforme. Il n'arrive plus à avoir des poissons. Bon, nous avons la particularité que l'ensemble de nos découvertes pétrolières et gazières sont en offshore, en mer. Donc, qui dit offshore dit mer, effectivement, naturellement, dit cohabitation avec les pêcheurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos activités pétrolières et gazières, il y a des encadrements prévus par exemple, le Code de l'environnement, qui prévoit que chaque activité, afin qu'il puisse être réalisée, qu'une étude d'impact environnemental et surtout social soit réalisée pour voir est-ce que cette activité a un impact positif ou négatif. Pour l'ensemble de nos projets, les dispositifs réglementaires, les dispositions légales et réglementaires du Code de l'environnement ont été respectées. Donc, que ce soit sur Sangomar ou sur GTA, il y a eu des études d'impact environnemental et social qui ont été faites avec des risques identifiés, des mesures de mitigation prises pour mitiger ces risques-là. Et donc, ces études ont été approuvées par l'ensemble des communautés qui sont censées être impactées, notamment les pêcheurs. Et donc, il y a eu justement toute cette démarche, en tout cas transparente, qui a été faite. Je l'ai dit tantôt, la pêche est très importante pour notre économie. C'est le premier contributeur dans l'économie sénégalaise. L'industrie pétrolière et gazière sera également une grande contributeur dans la diversification de notre économie. Aujourd'hui, il faut qu'on sache que ces deux industries sont appelées à cohabiter parce que nous partageons la mer. Nos ressources sont en mer, la pêche. Donc il faut qu'on trouve les moyens, des voies et moyens pour pouvoir avoir cette cohabitation de telle sorte que l'une n'ait pas un impact sur l'autre. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que nous avons déjà commencé à faire, lorsque nous identifions qu'il y a une couche de population qui est impactée positivement ou négativement, surtout négativement, qu'on puisse prendre des dispositions pour réduire, voire même annuler cet impact négatif. Et donc, c'est la raison pour laquelle toutes ces démarches sont faites. Parce que là, le débat a été posé sur la raréfaction des poissons. D'ailleurs, certains estiment que la bataille, à la limite meurtrière, excusez-moi le terme, qui s'est déroulée récemment entre les pêcheurs de Guet-Ndar et de Kayar, est due justement à la bataille pour le contrôle de la ressource. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exploitation du pétrole et du gaz n'a pas encore démarré. Les découvertes datent de 2014. La rareté des poissons... Les plateformes sont déjà là. Les plateformes et les poissons se réfugient dans les récifs. Tout à fait. Mais la rareté des poissons, je pense que ce débat date d'avant même ces découvertes. Donc il ne faut pas qu'on associe l'exploitation étant la cause principale de la rareté des poissons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour des plateformes, il y a une zone qui a été délimitée. Et cette zone est interdite d'accès. Donc c'est une zone d'exclusion. Pourquoi ça a été mis en place? Donc c'est à peu près 500 mètres. Juste 500 mètres autour des plateformes. C'est pour assurer la sécurité. Parce que nous avons des plateformes où nous manipulons des produits dangereux. Il y a des risques d'incidents, d'incendie. Donc il y a cette zone d'exclusivité, donc une zone d'exclusion où justement il est interdit aux personnes, aux équipements qui ne font pas partie dans cette industrie d'y pénétrer. Donc c'est ça qui justifie cette zone-là. Ceci a été mis, comme je l'ai dit, pour assurer la sécurité des pêcheurs. C'est principalement pour assurer leur sécurité. Donc il ne faut pas qu'on voit derrière cela comme étant une interdiction ou autre, mais c'est pour assurer d'abord la sécurité. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une zone restreinte de 500 mètres autour de la plateforme. Donc à nous, en tout cas, qui sommes dans l'industrie pétrolière, aux pêcheurs, de trouver, comme je l'ai dit, les termes, les moyens, en tout cas pour cohabiter, parce que c'est un espace que nous partageons, de telle sorte que, justement, l'industrie pétrolière, ces plateformes, ne puissent pas impacter leurs activités et vice-versa. Est-ce qu'il y a des discussions qui ont été entamées avec les pêcheurs de façon permanente, un comité permanent, pour voir l'évolution justement de ces histoires par rapport à l'époque de leur vie? Je l'ai dit tantôt, hein, les études qui ont été réalisées, les études d'impact environnemental et social ont été débutées depuis 2018-2019. Et à chaque étape, comme je l'ai dit, les
communautés en tout cas impactées, censées être impactées, ont été consultées, notamment les pêcheurs. Donc il y a un dialogue permanent avec les pêcheurs pour à la fois présenter le projet, présenter les risques qu'il y a avec ce projet, présenter les enjeux de ce projet pour notre économie sénégalaise et présenter également les perspectives qu'il y a derrière cette... Donc il y a des discussions permanentes. Le ministère du pétrole organise très souvent des CRD. Donc il y a eu un CRD qui a été organisé à Saint-Louis où justement il y a eu des discussions transparentes avec les pêcheurs, un CRD à Thiès, un CRD également à Hambourg pour discuter des pêcheurs. Au-delà de ces activités du ministère, nous, Petrosen et nos partenaires, que ce soit BP, Cosmos ou Woodside au niveau de Sangomar, nous menons des activités de sensibilisation très récurrentes et l'ensemble, voire même la quasi-totalité du budget RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, est quasiment destiné à ces pêcheurs-là, à ces populations qui sont impactées, à ces zones d'emprise, pour permettre justement d'amoindrir, voire annuler cet impact. Donc oui, des discussions sont vraiment là, un cadre d'échange est là. Maintenant, on va continuer ces discussions, surtout quand on s'approche du début de l'exploitation, pour pouvoir permettre justement d'avoir ce cadre de concertation et prendre en charge les préoccupations des pêcheurs. Merci infiniment à Thierno Seydouli. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Petrosen Exploration et Production. Que nous parlions avec vous du gaz et du pétrole au Sénégal, et surtout des attentes des Sénégalais par rapport à ces ressources naturelles. Comme vous le disiez, dans la Constitution appartiennent aux Sénégalais, qui se posent des questions à chaque fois pour voir quand est-ce que les premiers barils de pétrole seront comptabilisés au Sénégal, et ensuite les premiers coups de gaz pour que l'électricité au Sénégal peut-être puisse avoir une diminution. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.